Bonsoir, je vous propose qu'on... Oui, bonsoir, c'est assez quadruplé, je suis navré. On dit bonsoir à partir du midi. C'est comme ça. Bonsoir. Non, c'est vrai, c'est un fait de langue. Ne vous moquez pas de mon contexte guadeloupéen d'origine, de respecter les façons de parler. Bon, pardonnez-moi. Dernière communication de ce colloque, mais pas la moindre. J'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est donc enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université de La Réunion, au laboratoire UCA. Il a travaillé sur l'histoire de l'enseignement en situation coloniale. Il est spécialiste du sentiment d'appartenance et de l'identité dans des situations coloniales. Et puis, il est, disons-le, passionné par la didactique de l'histoire coloniale, notamment. Et je suis très heureux de l'accueillir pour sa présentation qui va nous parler de contextualisation, de contextualiser et adapter l'enseignement dans les Outre-mer, avec beaucoup d'exemples. Voilà, Pierre-Éric Pajol. Je te remercie infiniment. Je remercie également les membres organisateurs donc, de ce colloque, et surtout de l'accueil merveilleux qui nous a été proposé là, dans cette fois dernière. Ça marche? Ça ne fonctionne pas, donc on a mis le PowerPoint sur l'ordinateur. Je vais faire comme Louis, qu'est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait comme ça, ça ne peut pas être trop près. Donc c'est vraiment le meilleur créneau pour proposer effectivement après un bon soir, presque après une bonne nuit, j'imagine. Voilà. Surtout quand il s'agit d'une séance d'histoire, c'est ce qui arrive généralement avec l'ensemble des élèves. Donc, je vais essayer de ne pas déroger à la règle. Voilà. Je vous promets de vous réveiller juste à la réponse. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier, vous aussi, parce que j'ai fait une genèse identitaire d'un point de vue scientifique il y a à peu près 5 ou 6 ans maintenant. J'étais un historien pur et dur, voilà, les archives, la poussière, les toiles d'araignée, c'était le quotidien. Et puis finalement, en travaillant à la préparation des concours, de l'agrégation et du CAPES, à un moment donné, on était bien obligé de se poser les vraies questions, c'est-à-dire celles qui concernent les élèves, donc d'où la didactique également. Et depuis, je vis dans une sorte de petit paradis, c'est-à-dire que j'ai une posture totalement candide. Je vais dans plein de colloques avec cette posture candide. J'apprends énormément en vous écoutant. Je constate effectivement que nous avons des points d'ancrage qui sont totalement partagés, mais on ne les dit pas forcément de la même façon. Et du coup, j'ai une soif de lecture. Je reviens avec une mallette, une possibilité de bibliographie énorme. Et ça va me laisser à peu près 4 à 5 mois de travail pour mettre tout ça en forme. Donc merci également à vous pour toutes vos communications. Et c'est ce qu'elles m'ont appris. Alors, je vais faire une présentation un petit peu, je vais en profiter de défendre ma chapelle, puisqu'on l'a un peu fait aussi durant ces 3 dernières journées, en vous parlant donc de l'histoire et dans le champ un petit peu des sciences de l'éduc pour démarrer. Alors, je suis effectivement historien, je suis d'origine belge et j'ai été naturalisé français. Et je suis parti à La Réunion. Donc vous voyez bien que j'ai de gros problèmes d'identité. Et pour vous donner une anecdote qui m'a encore plus marqué, le nom que je vous propose aujourd'hui à la lecture de ce PowerPoint n'est pas le mien. Parce que je suis né avec un autre nom. Et en fait, je ne sais pas, on devrait peut-être faire une analyse clinique de ma pratique, voilà, comme j'ai pu l'entendre hier ou avant-hier. Mais effectivement, c'est le sujet du coup qui m'a marqué, c'est-à-dire de travailler sur les identités en venant à La Réunion. Et ce passage a été d'autant plus agréable que lorsque l'on va dans les Outre-mer, la question des identités est totalement décomplexée. C'est un sujet d'étude normal, classique, et du coup qui n'est pas forcément le cas pour la métropole, lorsque j'étais en métropole, à l'université de Lille 3. Et du coup,
je me suis dit, bah, c'est peut-être d'associer un petit peu ce parcours individuel et personnel un peu bizarre, un peu tendu, et puis finalement des objets d'études qui m'ont un peu fasciné. En travaillant sur l'identité, je suis revenu pour me rassurer sur des objets d'histoire assez classiques, hein, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance nationale, sujet que j'avais déjà travaillé par ailleurs sur d'autres thématiques dans d'autres régions, et notamment en travaillant sur la Seconde Guerre mondiale et les milieux collaborationnistes à Paris. Et du coup, je me suis dit, on peut peut-être switcher les deux et puis finalement mettre en place une thématique de recherche autour du sentiment d'appartenance nationale à La Réunion. Quand j'ai proposé ça à un collègue qui m'a encadré, il m'a dit, mais tu es fou, on ne peut pas faire ce genre de sujet à La Réunion, peut-être aussi dans les Outre-mer, je ne sais pas, c'est un sujet, c'est une question socialement vive, hein, une question sensible, mais je les ai rassurés, c'est l'histoire, c'est passé, et surtout c'est rationnel, et totalement, on va dire, il n'y a pas du tout de pathos derrière tout ça. En évoquant donc ce discours, on va dire, sur le sentiment d'appartenance nationale, je me suis bien évidemment interrogé sur les vecteurs de l'acculturation nationale. Et parmi les vecteurs, j'ai repris des éléments assez classiques, hein, qui ont d'ailleurs été travaillés à travers Louis Althusser sur les appareils d'État et les appareils d'État. Comment dit, l'Église, qui était, à mon avis, un des principaux, on va dire, moteur hein, de l'acculturation nationale à La Réunion, mais également l'armée, hein, puisqu'il y a eu effectivement une volonté assez importante d'atteindre le Graal du service militaire et de la conscription, pardon. Et enfin l'école, hein, qui a été véritablement, on va dire, une boîte de domination possible autour de l'appartenance nationale. Alors en travaillant plus précisément sur cette thématique, je me suis également rendu compte qu'il y avait des modèles d'impérialisme, je viens un peu de vous en parler, ce modèle d'acculturation, et il y avait aussi des modèles de sous-impérialisme. Et ces modèles de sous-impérialisme, c'est notamment le fait que la Réunion est considérée, ou se considère comme une colonie colonisatrice. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le titre d'un ouvrage de 1922 qui a été écrit par Raphaël Barquisseau. C'est un enseignant qui a fait le cursus honorum impérial, c'est-à-dire il est parti d'abord à La Réunion, enfin il a commencé à La Réunion, puis ensuite il est parti à Madagascar, plus prestigieux, puis ensuite il est parti alors là, sur le Graal d'Indochine pour aller enseigner. Et à la suite de cette pérégrination, il a commencé à théoriser cette idée que le destin des Réunionnais était particulier et qu'il convenait donc de participer à l'œuvre coloniale française, à l'œuvre nationale française, l'œuvre impériale française. Et finalement, La Réunion était, on va dire, le voisin le plus commode, et en tout cas le partenaire historique le plus justifié pour pouvoir mener cette action. C'est pour cette raison, c'est un autre champ sur lequel je travaille aujourd'hui et qui avait un de mes doctorants à Tananarive. J'essaie de voir maintenant la migration donc, des enseignants de La Réunion vers les colonies comme étant un moyen de sous-impérialisme éducatif, de transformation en quelque sorte des sociétés coloniales. Et enfin, je me suis intéressé, c'était donc l'objet de la deuxième... Pardon, j'ai oublié de lever la main, excusez-moi. Et c'était donc l'objet de ma deuxième publication qui va arriver. Je pensais que ça ne fonctionnait que quand Fabrice était là, mais... Donc... Pardon, excusez-moi. Donc c'était l'objet d'une seconde publication que j'ai coécrit avec Frédéric Garand, qui est également maître de conférence à La Réunion, sur l'histoire connectée qui existait entre La Réunion et Mada. Et on va dire que 40 à 50% de l'exercice était ciblé sur les phénomènes d'éducation et de transposition du modèle réunion. Et enfin, je me suis interrogé sur les discours qu'il pouvait y avoir autour de l'école à La Réunion pendant la période coloniale. Et vous voyez, j'étais très original au niveau du titre. Hein. J'ai quasiment repris, on va dire, celui qui était proposé dans le premier, en le ciblant plutôt sur les bancs de l'école à La Réunion. Et en travaillant beaucoup sur les discours des officiels, sur également les discours autour de la langue créole et finalement la francité ou la défense de la langue française. J'ai travaillé également sur la société savante pour participer aussi au modèle scolaire réunionnais. Et ça donc était, ou ça devient de plus en plus, vous voyez ce cheminement, mon objet d'étude privilégié. Ensuite, ces travaux, quand j'ai commencé à les élaborer, j'ai été confronté à de grandes difficultés d'interprétation. C'est-à-dire,
L'historien, je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est poussiéreux, qui a des archives, des toiles d'araignée un peu partout chez lui, mais comment faire pour travailler des objets qui n'étaient pas forcément dans mon champ initial. Et du coup, j'ai dû m'interroger sur la didactique de l'histoire. Et au même moment, j'ai eu une chance infinie, c'est qu'il y a eu une publication d'un certain nombre de collègues des presses universitaires de Rennes. Le titre de l'ouvrage, c'est « Didactique et histoire des synergies complexes », et qui montre bien que finalement, la didactique de l'histoire pouvait enrichir la méthodologie de l'analyse de l'historien, et inversement, l'histoire de l'éducation ou l'histoire traditionnelle ou classique telle qu'on la comprend pouvait éventuellement enrichir les objets de la didactique, surtout lorsque l'on est sur une didactique contextuelle qui, personnellement, motive mes recherches déjà depuis un grand nombre d'années. Alors ces réflexions m'ont ensuite posé des questions relativement simples. Comment atteindre des pratiques de classe ordinaire en étant dans un objet d'étude aussi éloigné de deux façons, c'est-à-dire éloigné dans le temps, mais éloigné également sur les moyens de constituer un corpus, tel qu'on peut l'entendre éventuellement en didactique, pour pouvoir élaborer des théories ou des hypothèses autour des pratiques de classe ordinaires. Alors j'ai eu une chance infinie aussi, c'est que dans les archives que j'ai pu éplucher, j'ai retrouvé des copies d'élèves, et à 2 ou 3 copies d'élèves. Je suis sur un corpus aux alentours, pour la Réunion simplement, de 1200 copies. Des copies qui s'étalent de 1898 jusqu'à 1947. Voilà. Je ne fais pas ce travail en ce moment, c'est un autre doctorant, Cédric Osten, qui travaille dessus, notamment pour le primaire, et j'ai un futur doctorant qui va s'engager dessus pour les copies qui concernent le lycée. C'était donc, on n'est pas sur des pratiques de classe ordinaire, bien sûr, mais on s'approche en quelque sorte du réel, déjà un peu plus. Et j'ai également retrouvé un certain nombre de documents, d'archives, notamment audiovisuelles, que je vous présenterai tout à l'heure. Il me semblait nécessaire de vous mettre un film aujourd'hui, puisque nous sommes un vendredi après-midi. C'est une pratique assez courte. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Vous dire en fait que j'ai essayé d'intervenir plusieurs fois durant ces journées, ces dernières journées, en me posant, en fait, quand je vous posais la question, je me posais la question surtout à moi-même, quel peut être l'intérêt de l'apport de l'histoire sur nos objets de recherche? Et là aussi, je me suis posé plein de questions, et je suis allé voir des thèses, de nombreuses thèses en sciences de l'éducation notamment, et j'ai été surpris de voir qu'il y avait toujours un peu à part, jamais intégré, on va dire, au contenu initial de la thèse, une sorte d'aparté contextuel où on explique grosso modo, on va dire qu'est-ce qui s'est passé de telle période à telle période, le contexte du territoire sur lequel on étudie, mais c'est jamais intégré dans l'analyse. Ça n'est jamais intégré finalement dans la recherche même faite par le doctorant ou les doctorants. Et ensuite, je me suis posé la question, pourquoi fait-on cet exercice? Quel est l'intérêt? Si ce n'est d'avoir une perspective que moi j'appellerais de socio-histoire. Alors là, l'historien s'élève lorsque l'on parle de socio-histoire, puisque la socio-histoire n'a qu'un seul but, c'est de comprendre le présent en étudiant le passé. Voilà. Autrement dit, un socio-historien a une vision téléologique, finaliste. Voilà. C'est pour cette raison que parfois, pour un certain nombre de thèses, on est obligé de passer par là, et c'est intéressant, pour essayer de montrer, voilà, on en est là aujourd'hui de telle situation éducative ou d'enseignement, mais avant cela, il y avait eu effectivement des étapes, et voilà pourquoi je m'arrête là aujourd'hui. Pour un historien, c'est iconoclaste. On risque de sombrer dans le déterminisme, on risque de sombrer dans l'anachronisme. Voilà. Et donc là, je suis un peu dans une période de flou. C'est-à-dire, je ne sais pas trop sur quel pied danser. Est-ce que je rentre de manière classique dans les sciences de l'éducation et de l'histoire de l'enseignement dans les sciences de l'éducation par le biais de la socio-histoire? Ou bien au contraire, est-ce que je reste sur des domaines que je maîtrise un peu mieux, le domaine de l'histoire pure, en essayant de ne pas travailler des objets pour une explication contemporaine? Alors maintenant, quel est l'intérêt de l'histoire? Du coup, il me semble qu'en fait, ça permet de montrer, c'est une portée heuristique qui me semble primordiale, ça permet notamment de montrer les contrastes, de montrer les différences. Il ne s'agit pas de montrer les similitudes, puisque ça n'a pas de sens, ce serait sombrer, je le disais déjà, dans une forme d'anachronisme qui n'a aucun sens. Mais de montrer également qu'il peut y avoir des analogies, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conditions permanentes. Même si les phénomènes varient dans le temps, même si d'un point de vue, on va dire,
des objets étudiés, il peut y avoir des petites variations de faits, mais d'une manière globale, nous avons des grandes logiques qui sont partagées. Et tout ce que j'ai entendu depuis 2 jours, je pense que je l'ai déjà lu dans mes archives. Avec des propos différents, avec des pertinences différentes aussi, bien évidemment, mais ce sont des objets qui existent déjà depuis bien longtemps. Donc, c'est là où vous pouvez commencer à dormir, puisque le cours d'histoire commence maintenant. Alors d'abord, la matrice coloniale. Bon, là, c'est un peu classique, hein, puisqu'il s'agit d'évoquer cette idée relativement simple que l'enseignement est un des principaux vecteurs, on va dire, de domination et de transformation des sociétés coloniales. Vous voyez, je pèse bien mes mots. Les principaux vecteurs, effectivement, de domination, de transformation des sociétés. Je pense qu'on pourrait en dire de même aujourd'hui sur les sociétés plus contemporaines. Pour la période coloniale, il s'agit d'instruire pour civiliser. Là, je reprends les discours. Il s'agit d'exercer des droits de souveraineté par le biais de l'instruction et de l'éducation. Il s'agit aussi d'assurer un pouvoir sur des populations qui viennent la plupart du temps, ou qui ont la plupart du temps des conditions culturelles Il avait dit qu'il allait s'endormir. C'est au début de la leçon. Donc. J'évoquais donc cette idée que l'école est un des principaux vecteurs, on va dire, de la domination coloniale, et qu'il s'agissait donc d'asseoir finalement de cette domination sur des peuples qui avaient des cultures et des cultes radicalement différents, ce qui n'a pas été, bien évidemment, sans poser problème. On a pu parler parfois de choc entre ces deux mondes, et c'est sur ce terreau que l'éducation, en quelque sorte, était établie. Les responsables pédagogiques ou institutionnels de cette situation n'ont pas hésité à parler d'œuvres coloniales, d'œuvres scolaires coloniales. Alors le mot œuvre me pose un problème puisqu'on le retrouve principalement dans la religion, on parle des œuvres charitales, des œuvres chrétiennes. Les républicains l'ont repris à leur compte et on doit entendre derrière le mot œuvre une dimension morale, derrière l'éducation et derrière l'enseignement. Donc il ne s'agit pas simplement d'une vision utilitariste, il ne s'agit pas d'une vision, on va dire, pragmatique, mais il s'agit aussi de transformer les mœurs, les valeurs, en tout cas dans les discours. Autre élément, il s'agit également d'imaginer, en quelque sorte, de pouvoir lutter dès le départ contre les résistances, les hésitations des populations colonisées, les stratégies, en quelque sorte. Et cette stratégie, et c'est là où je vais en venir progressivement, a nécessité qu'il y ait des études qui soient faites sur l'éducation en situation coloniale. Il ne s'agissait pas de replaquer tel quel des modèles qui étaient déjà préexistants dans la France métropolitaine. Il y a donc eu tout un travail qui a été accompli dans cette optique. Ceux qui ont fait ce travail, c'est ça qui est intéressant surtout, ce ne sont pas des spécialistes de l'éducation. Ce ne sont pas des enseignants. La plupart du temps, c'était des ethnologues ou la plupart du temps, c'était tout simplement des administrateurs coloniaux. On sait très bien comment on remplit nos rapports lorsque l'on parle dans une institution, pour une institution, il ne s'agit pas véritablement, on va dire, d'une formalité facile puisqu'on ne peut pas tout dire. En tout cas, il faut défendre le projet politique initial. Et suite à ces travaux qui ont été menés, eh bien, émerge progressivement cette idée qu'il va falloir différencier et qu'il va falloir adapter l'enseignement. Et sur cet enseignement, il y a des choses qui sont relativement peu développées, mais
c'est surtout imaginer qu'on puisse adapter les systèmes d'enseignement par rapport au contexte colonial. Or, pour vous donner quelques exemples, un peu perdu dans mon... Bon, excusez-moi. Non, c'est excusez-moi. C'est après. C'est avant. Et le temps que ça arrive, c'est la deuxième. Alors, cette adaptation a été pensée à la fois de manière systémique et à la fois en termes de contenu d'enseignement. D'abord, de manière systémique. C'est hallucinant de voir quels ont été finalement les porteurs de cette éducation coloniale. Il n'y avait pas, on va dire, un système colonial en soi, puisqu'il y avait un émiettement des situations coloniales. Alors, pour donner quelques exemples, prenons l'Algérie. L'Algérie, tout simplement, l'enseignement était géré de manière différente pour les Européens et les indigènes. Ce n'était pas le même ministère. Et ne pensez pas qu'il s'agissait du ministère de l'Instruction publique. Lorsqu'il s'agissait des Européens en Algérie, il s'agissait du ministère de l'Intérieur. Lorsqu'il s'agissait des indigènes, il s'agissait du ministère de la Guerre. J'imagine les nuances qui en résultent. Si on est sur un protectorat, par exemple le Maroc, mais d'autres territoires aussi ont été concernés, cette fois-ci, il ne s'agit pas non plus du ministère de l'Instruction publique, mais il s'agit tout simplement du ministère des Affaires étrangères. Là aussi, on peut imaginer qu'il y a donc une coloration particulière liée à cet adossement institutionnel. Pour les autres colonies, la plupart des colonies, elles ne sont pas dépendantes non plus du ministère de l'Instruction publique. Elles sont dépendantes du ministère des colonies. De manière qu'un montage tout à fait étonnant, c'est-à-dire on va piocher par des détachements des enseignants au sein des ministères de l'Instruction publique, qui sont détachés, mais qui dépendent ensuite uniquement du ministère des colonies. Or, si on va jusqu'au bout du bout pour arriver sur le terrain de l'éducation, qui finalement est l'autorité suprême au sein même des colonies, il s'agit du gouverneur, des gouverneurs. Autrement dit, c'est quand même une situation assez étonnante de considérer que une des questions principales de l'acculturation et de la domination coloniale n'a pas été mise en place par des éducateurs ou par des spécialistes de l'éducation, etc., au niveau décisionnel, mais par des gouverneurs. Et là aussi, on peut imaginer que ça peut avoir une incidence particulière. Autre élément, vous pouvez changer, s'il vous plaît. Ça, c'était ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Autre élément, cette différenciation a été établie dès le départ, non pas dans un intérêt pour les peuples concernés, mais cette différenciation a été mise en place pour attirer l'attention, pour essayer en quelque sorte de relier les populations concernées. Certains auteurs n'hésitent pas à parler de conquête morale, une conquête. Voilà. Quand on parle de conquête morale, on est bien dans cette idée qu'il y aura un petit marketing derrière pour essayer d'aller jusqu'au bout de la logique éducative. Et donc, à cet effet, il s'agit d'utiliser des éléments de contexte, des effets de contexte des indigènes ou des populations concernées, non pas pour valoriser en quelque sorte leur culture, mais pour rentrer dans leur culture et la transformer, cette culture, afin, en quelque sorte, de mettre en place ce fameux système d'acculturation que j'évoquais tout à l'heure. Alors, je vais vous donner deux exemples, pour être concret. Il y a des Bretons, je crois, parmi vous. C'est par exemple en 1844, vous avez le père François Libermann, supérieur des frères de Ploermel, voilà, qui dit à ses missionnaires de se dépouiller de l'Europe, de ses mœurs et de son esprit, et de se faire, j'insiste, de se faire africain avec les Africains. On voit bien quelle est ici l'intention, en tout cas, qui est relativement explicite. Un autre exemple, pour La Réunion cette fois-ci. À La Réunion, ce sont plutôt les Lassaliens qui ont installé les premiers systèmes d'enseignement. Eh bien, sachez que dès 1856, on a édité un manuel d'enseignement, en forme de catéchèse, voilà, avec des questions-réponses, etc., relativement simples, et dans lequel on n'hésite absolument pas à promouvoir la culture créole, ou en tout cas une certaine forme de culture créole. Celle que les métropolitains imaginaient, bien sûr, de la réalité, de la culture réunionnaise. Et donc, on n'hésite pas non plus, dans ce manuel, à parfois utiliser des expressions en créole 1856. La graphie, c'est même pas la peine de regarder, je ne sais pas quelle est. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a cette
intentionnalité, c'est-à-dire d'essayer d'aller au plus près, en quelque sorte, des réalités soi-disant ou supposées des élèves de cette période, en utilisant les outils, on va dire, décolonisés pour mieux asseoir la domination. Donc l'adaptation, je suis désolé, mais ça a été d'abord et avant tout un outil de domination. Lorsque ça a été envisagé, je ne parle pas d'aujourd'hui bien sûr, mais je parle parce que ça a été envisagé au moment de sa création, au moment du début de la colonisation. À partir de là, je me pose donc cette question, est-ce que cette condition que je viens d'exposer est continue? Est-ce qu'il s'agit d'une condition permanente? Comme on pourrait nous dire Gaucher, est-ce qu'il s'agit d'une condition des politiques éducatives permanentes? C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'il y a, même s'il y a une variation un peu des formes de l'adaptation, n'y a-t-il pas une invariance finalement de la finalité de cette adaptation? Je ne peux pas y répondre, c'est simplement un objet que je lance éventuellement pour les débats pour la suite. Est-ce qu'on peut changer ça? Merci. Alors maintenant, je fais l'hypothèse de 3 temps, lorsque l'on s'interroge sur les adaptations curriculaires, les adaptations dans les programmes. Alors on dit souvent, il y a pas mal, on va dire, de clichés là-dessus, on dit souvent qu'il a fallu attendre les années 90, voire le début des années 2000, pour qu'il y ait un véritable intérêt pour la contextualisation des apprentissages. C'est faux, hein, les archives le montrent, il y a, dès on va dire, le début de la mise en place des systèmes éducatifs, cette volonté d'être au plus près de la réalité scolaire. Alors moi, je fais l'hypothèse de 3 temps, qui diffèrent en fonction des espaces, mais c'est plus une logique, on va dire, temporelle que véritablement de césure des enfants chronologiques précis. C'est d'abord celui de la reconnaissance de la singularité, mais dans la similarité. C'est ce que Jean-François Chanet ou Olivier Loub ont pu qualifier des petites patries et la grande nation. Autrement dit, c'est ce système de poupées russes, hein, d'emboîtement. La petite patrie réunionnaise ou la petite patrie malgache est emboîtée dans quelque chose de plus grand qui le dépasse, hein, et l'ensemble étant bien évidemment, pour le summum, on va dire, le sommet, la représentation que l'on peut se faire de la France. Cette similarité dans la singularité, nous allons la développer un peu plus tout à l'heure. Deuxième temps, l'assimilation et ou l'association, la négation du contexte. Là, nous sommes plutôt, d'une manière générale, après la Seconde Guerre mondiale. Alors, je parle des deux parce que l'assimilation, c'est lorsque les Drômes ont vécu la départementalisation en mars 1946. Je parle de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique, où là, on a été dans une forme de politique d'assimilation à marche forcée, hein, voilà. Mais on était donc là, de nouveau, dans cette idée de négation totale du contexte. Mais cette situation s'est également retrouvée, et de manière un peu paradoxale, pour ceux qui n'ont pas vécu cette départementalisation, mais qui ont été associés à la France à partir de 1946. Je parle de l'Union française, je parle de la communauté française, et finalement tous les réseaux internationaux que nous connaissons encore aujourd'hui. Car bien évidemment, au moment où ces territoires ont obtenu leur indépendance ou leur autonomie ou leur émancipation, qu'importe la forme, ils étaient incapables de pouvoir créer des systèmes d'enseignement autonomes. Ils ont donc fait appel à la coopération internationale, ils ont donc fait appel de nouveau, on va dire, à des modèles occidentaux. Et pour vous donner un exemple très concret à Madagascar, lorsque Madagascar devient indépendante en 1960, le programme qui est mis en place est celui qui a cours en France. Les manuels sont des manuels français. Quelques années, il y a une malgachisation de l'enseignement à Madagascar. Donc là aussi, négation du contexte. Et enfin, je ne savais pas comment le nommer parce que j'ai repris du Ricoeur, hein, mais un parcours de la reconnaissance, où en est-on aujourd'hui? On va en discuter peut-être à la fin aussi de cette conférence, mais on a le sentiment effectivement que depuis les années 80, 90, il y a des tentatives en quelque sorte de faire bouger les choses, mais là aussi, on pourra en discuter. Si vous pouvez changer de vignette, s'il vous plaît. La situation est totalement complexe. Alors d'abord, la singularité dans la similarité. Je vais essayer de montrer quelques éléments. D'abord sur franciser, en contextualisant. Exemple type, hein, voilà, la singularité dans la similarité. Alors
Alors, ça a été le cas, je peux prendre de multiples exemples, mais je vous propose plutôt celui des organisations missionnaires éducatives, je sais pas moi, la mission laïque, ça peut être aussi l'Alliance israélite universelle, qui a été fondée en 1860, ça peut être aussi l'Alliance française, qui a été créée en 1883. On est bien d'accord, pour ces organisations, il s'agit de l'objectif principal, elles le portent même dans leur nom pour un certain nombre d'entre elles, il s'agit bien de défendre le français. Cette francophonie naissante est donc fille de la colonisation et de la mission civilisatrice. Alors, à cet effet, avec Thierry, nous dirigeons un numéro là, qui va bientôt paraître dans la Revue internationale des francophonies, qui est ciblée sur l'océan Indien, où on évoque un certain nombre d'héritages qui sont liés à cette période que je viens d'évoquer. Alors maintenant, le terme de francophonie, moi, me pose un problème en tant qu'historien. Francophonie, ce n'est pas un terme qui vient des études de langue. Francophonie, c'est un terme de géographe. Et il s'agit d'Onésime Reclus qui, lui, ne le pensait pas en termes de diffusion de la langue, mais en termes de diffusion, veuillez m'excuser du mot, mais c'est lui qui le dit, de la race française. Autrement dit, lorsque Onésime Reclus utilise ce terme, il s'agit de réifier les races, je le cite, les races européennes et francophones qui se lancent donc dans la conquête coloniale. Vous voyez qu'il y a quand même derrière un soubassement idéologique quelque peu tendancieux. Ensuite, cette volonté de franciser va passer bien sûr par la langue, mais là aussi, il ne s'agit pas de penser la langue comme un outil de communication, mais un outil, on va dire, de changement, puisqu'il s'agit d'une œuvre, des valeurs morales. Je ne sais plus qui a dit ça, un linguiste pourrait certainement m'aider, mais toute langue est un prisme à travers lequel ses locuteurs sont condamnés à penser le monde, et donc on l'a mis en œuvre, ça. C'est-à-dire cette idée que finalement, on va leur proposer une langue qui leur permettra de penser le monde d'une certaine façon. Et cette façon dont il fallait penser le monde était un monde qui diffusait, bien sûr, des valeurs morales qui parfois pouvaient être aux antipodes de la situation décolonisée. Alors, je sais qu'on a souvent parlé de guerre des langues, je sais qu'on a parlé de glottophagie, etc. En histoire, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu sur les archives que j'ai pu consulter sur les territoires de l'océan Indien. Je n'ai pas trop ce sentiment, même s'il y a eu des disparitions effectivement de langues, je ne le nie pas, mais j'y vois plus une hiérarchisation des langues plutôt qu'une disparition ou un processus glottophage. Et effectivement, on peut constater qu'il y a eu, pendant un certain nombre d'années, on va dire, politique relativement agressive dans ce domaine qui a permis, ou en tout cas a plutôt limité l'usage des langues vernaculaires et avec cet objectif de défendre le français. Alors vous allez me dire maintenant, et en contextualisant. Ben oui, en fait, ils l'ont fait en même temps. C'est-à-dire, vous ne voyez pas un slogan politique, mais ils l'ont fait en même temps dans le sens où c'est bien indiqué dans les consignes qui étaient proposées aux éducateurs. Il s'agit de rentrer dans l'imaginaire des colonisés, leur faire apprendre la langue française, etc. Mais on est bien d'accord, on était sur l'idée de contextualiser l'apprentissage du français. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de la mission laïque. La mission laïque a créé un bulletin assez tôt, dès 1903 ou 4, il faudrait vérifier. Il y a eu cette fameuse revue de l'enseignement colonial. Elle nous dit très précisément, en 1904, que la formation qu'on doit proposer aux élèves doit être contextualisée. Il faut contextualiser les pratiques, et écoutez bien ces mots, de manière que les futurs instituteurs coloniaux puissent être à la fois des éducateurs au courant des conditions, et le mot est là, de pédagogie indigène, et des auxiliaires éclairés de l'œuvre colonisatrice. Là, on a les deux éléments. Imaginez une pédagogie indigène, c'est-à-dire adaptée pour les indigènes, tout en essayant, dans le même temps, de promouvoir des valeurs morales, l'œuvre évoquée à la fin du texte. Et on dit bien que c'est systémique, c'est global, c'est total, puisque ce même article que j'ai utilisé va un peu plus loin nous dire que finalement il s'agit à la fois d'intégrer des notions sur l'organisation scolaire aux colonies, l'enseignement des indigènes, les programmes et les méthodes. Tout est prévu. De l'approche systémique et institutionnelle jusqu'à la forme scolaire, jusqu'au contenu de l'enseignement, etc. Est-ce qu'on peut changer de s'il vous plaît? Pas été trop...
Ah voilà, excusez-moi. C'était bien à cet endroit-là que je voulais l'indiquer, c'est-à-dire ce fameux Georges Hardy que j'évoquais tout à l'heure, vous voyez bien. Nous ne tenons pas, on ne saurait trop le préciser, à ce que l'école s'oppose au village et apparaisse aux habitants comme une importation. Nous voulons l'insinuer dans les cœurs indigènes. Il y a quelque chose à travailler, je pense. La faire admettre comme une vieille institution à peine transformée. Je pense que là, on a le résumé à peu près de mon propos. Alors du coup, je reviens maintenant à La Réunion. Quid de cette situation d'enseignement adapté et d'adaptation curriculaire? Les premiers programmes adaptés officiels datent de 1902. 1902. Et là, il ne s'agit pas d'une contextualisation faible, mais il s'agit d'une contextualisation, on va dire, plutôt relevée, puisque tous les niveaux de classe déjà sont concernés pour l'école primaire, les écoles, les asiles jusqu'aux cours supplémentaires. Et puis on voit bien qu'au cœur même de la réflexion, il y a quand même cette idée de partir du vécu de l'élève, voilà, et puis décentration progressive pour arriver à des éléments qui concernent l'histoire de la Réunion de manière globale et les pays voisins. 1902. Suite à ces programmes, vous pouvez changer la vidéo, la vignette, s'il vous plaît. Vous allez donc patient, il faut lui parler gentiment. Suite à ces programmes, vous allez donc avoir une équipe d'enseignants, des instituteurs principalement, qui vont se regrouper et qui vont commencer à créer des supports pédagogiques. Alors ici, nous avons un exemple vraiment intéressant, c'est celui de Paul Herman à La Réunion. Paul Herman est un instituteur très jeune, brillant. Il est considéré par sa hiérarchie comme étant quelqu'un un peu d'intenable, puisqu'il a plein d'idées, plein de projets. Il fait de l'apiculture également avec les élèves, par exemple autour de son école sur les hauts des Avirons. Et puis on lui propose, effectivement, il a fait des études à Paris, et on lui propose de rédiger des manuels. Donc celui de gauche, c'est pour le cours moyen, il a été réalisé en 1909, et celui de droite, c'est pour le cours élémentaire, il a été réalisé en 1923. On est bien d'accord, le contenu, vous pouvez changer s'il vous plaît, n'est absolument pas adapté pour les élèves, il s'agit plus, on va dire, de savoirs qui sont diffusés peut-être pour la famille ou les parents, je ne sais pas, ou pour les réunionnais en général. En tout cas, il essaye d'avoir une approche un peu ludique, et j'ai pris un exemple. C'est par exemple cette carte, qui est un peu curieuse. Ceux qui ne connaissent pas la Réunion, ce n'est pas la forme de la Réunion. Voilà. Mais en fait, on essaye de montrer la forme d'une tortue. Et effectivement, dans ce manuel, donc la tête se situe en bas à droite. Voilà, les pattes, on les voit de chaque côté. On voit les carapaces, ce sont les cirques de la Réunion, les 3 cirques. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir une sorte de fil conducteur. Il parlait beaucoup des tortues durant la période coloniale. C'était un peu les boîtes de conserve, vous savez, des marins, les tortues à l'époque. Ils suffisaient de les entasser. Et du coup, par rapport à ça, il fallait mettre en place une cartographie et de montrer que finalement, la Réunion était finalement le fruit, on va dire, de tout ça, et l'île des tortues, quoi, entre guillemets. Il a été encore plus loin. Est-ce qu'on peut changer ? L'autre, c'est... Voilà. Il est allé encore plus loin, et là j'étais sidéré, je l'ai retrouvé aux Archives nationales à Aix-en-Provence. Il a créé une carte dans le style de Vidal de la Blache. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous aviez des souvenirs de ces cartes qui ont hanté nos cours encore il y a quelques années. C'est le même modèle, voilà, et c'est cet instituteur qui l'a constitué. Je me suis dit, génial, quel génie, franchement, c'est assez intéressant de voir comment il fonctionne. Après, bon, je ne suis pas très fort en géologie, donc je suis bien compris qu'il y avait peut-être des embrouilles, on va dire, au niveau de cette carte, des problèmes qui se posent. J'essaie de trouver les clés. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'il fait simplement une reproduction d'un système vidalien, donc d'un système métropolitain pour l'enseignement des petits Réunionnais, ou a-t-il un message, on va dire, qui est caché, une sorte de curriculum caché, qui serait sous-jacent en quelque sorte à sa cartographie.
J'ai commencé à faire la biographie de ce personnage, et puis j'ai découvert que c'était tout simplement le cousin de Jules Hermann. Jules Hermann est un homme politique, un vulcanologue, aussi scientifique, enfin plutôt on va dire un érudit, qui était président de l'Académie des sciences, de l'Académie de la Réunion, qui est l'Académie des sciences. Et ce dernier avait écrit un ouvrage un peu curieux qui s'appelle Les révélations du grand océan. Et je vais donc vous apprendre, c'est le moment du conte, je vais donc vous apprendre que toutes les langues du monde sont nées à Madagascar. Oh. Et c'est la théorie, effectivement, de Jules Hermann, c'est-à-dire de dire il y avait bien un continent qui permettait de rejoindre, voilà, on n'avait pas encore l'idée, voilà, de Wegener, etc. Donc, on était vraiment sur cette idée qu'il y avait forcément des liens qui étaient établis entre les continents, et puis à partir de là, il est parti dans une dimension poétique, et de se dire, finalement, il y avait un continent qui était là, qu'il appelle la Lémurie, composé de lémuriens. Et puis, c'est à partir de la Lémurie où il y a eu, effectivement, la création du langage initial, originel, et je vous l'apprends, donc, le français vient du malgache. Et le créole réunionnais vient du malgache. D'accord ? C'est la théorie de Jules Hermann. Bon, je n'ai pas vérifié si c'était vrai, mais j'imagine que je n'ai pas besoin d'y aller. Et bref, son cousin reprend l'idée et se dit de manière subversive comment faire. Je travaille pour une institution française. On m'a chargé de construire des cartes qui doivent être dans un modèle français. Je suis d'accord avec mon cousin sur l'idée qu'il y a une singularité réunionnaise tout à fait spécifique et charmante et poétique, celle défendue par son cousin. Eh bien, il met en place une théorie totalement fumeuse sur la création. Alors, sachez qu'il s'agit de l'avers de cette carte. L'autre côté étant une carte tout simplement topographique, des reliefs. Là, il s'agit de la carte géologique. Et sachez que lors de la deuxième diffusion de la carte, c'est-à-dire 5 ans plus tard, cette version a disparu. Politiquement incorrect. Il s'agissait effectivement de quelque chose de tendancieux par rapport à l'œuvre connue. Revenons à la vignette d'avant, s'il vous plaît. En histoire ensuite, là aussi on voit bien qu'il y a une singularité dans la similarité. Voici une question, on va faire un peu d'histoire quand même, qui est les questions qui étaient posées, la façon dont on faisait cours auprès des élèves. Là nous sommes au cours élémentaire. Donc quel est votre pays ? Moi, je m'attendais, mais mon pays est la France. Non, mon pays est la Réunion, l'ancienne île Bourbon. Qu'est-ce que la Réunion ? La Réunion est une petite île que ses enfants, en fait, illustrent. En êtes-vous fiers ? Je suis fier d'être né ou naquir, etc., etc., etc. Et puis, un peu plus loin, puisque Madagascar nous prend l'élite de nos travailleurs, artisans, préparateurs de vanille, employés d'usines et de culture et d'autres, ne devrait-il pas nous donner des bras pour nos champs ? Notre agriculture vient enfin d'avoir satisfaction. Nous venons de recevoir des malgaches de Fort-Dauphin. Bon, ce n'est même pas des Fort-Dauphin, c'était des Entendreuil qui venaient en 1923. Laquelle des deux colonies tirera le plus grand bénéfice de cette immigration ? Cette immigration profitera davantage à Madagascar, qui retrouvera des agriculteurs civilisés dans les Entendreuil sauvages, etc., qui se sont échappés. Et comment la France va-t-elle récompenser donc les services de nos volontaires créoles qui lui avaient toujours rendu service ? Eh bien, la Réunion demandait à payer l'impôt du sang en récompense des services rendus. Le service militaire obligatoire nous fut alors accordé. Je pense qu'on peut... Donc là, on est bien. Singularité, vous êtes bien d'accord avec moi sur cette idée, similarité. Réfléchissons aujourd'hui à nos pratiques. Le fil... Bon. Ensuite, les congrès internationaux ont également permis d'exporter le modèle. Alors ces congrès internationaux, il y en a eu de nombreux qui ont essayé de contextualiser les pratiques d'enseignement, d'adapter. On peut passer à la vignette suivante, s'il vous plaît. J'ai pris quelques exemples, mais on ne va pas tous les détailler, mais c'est pour vous montrer qu'il y avait donc une certaine richesse déjà établie autour de cette idée. D'abord, vous avez le premier, c'est le congrès colonial international de Paris. C'est lui, en quelque sorte, qui va mettre en place le débat autour du différentialisme et de l'universalisme.
qui va être en quelque sorte la problématique récurrente qui aura lieu, on va dire, dans les instances coloniales, jusqu'à à peu près, on va dire, la Seconde Guerre mondiale. Vous avez ensuite le congrès donc, international de sociologie coloniale de 1900, qui nous indique bien, à un moment donné dans son rapport, que la condition morale des indigènes, c'est ce qui est souligné, donc, nécessite que l'on mette en place un enseignement adapté. C'est la première fois où le mot apparaît. Plus tard, c'est en 1931, et on s'arrête souvent là, il y a un congrès qui est consacré spécifiquement à cette idée d'adaptation. C'est un congrès à part qui a lieu de l'exposition coloniale. Les actes seront publiés en 1932. Alors vous avez de tout. Vous avez tous les administrateurs coloniaux qui nous viennent de l'AOF, de l'AEF, des vieilles colonies, etc. Et on a des Belges, on a des Italiens, on a des Portugais, et ils viennent expliquer comment ils comprennent la notion d'adaptation, plus curriculaire. Et c'est Georges Hardy, que je vous avais cité tout à l'heure, qui est le rapporteur de ce congrès de 1931. Et à la fin, quasiment l'une des dernières phrases, en conclusion, il nous dit « La France ne demande pas qu'on lui procure en série des contrefaçons d'Européens. » Et la suite de ce mot qui m'avait choqué, déjà moralement, j'ai essayé de me poser la question, mais je pensais que l'école, c'était une œuvre coloniale. Je pensais que l'école avait pour but de mettre en place une assimilation. Je pensais que c'était la finalité même de l'école de la République, notamment coloniale. Et là, on nous parle de cette idée qu'il ne faut pas faire des séries de contrefaçons. Alors, en fait, c'est peut-être aux alentours de la Première Guerre mondiale où il y a un switch, où cette fois-ci, on estime que de toute façon, les résultats qui ont été mis en œuvre, enfin les résultats, obtenus par rapport aux moyens qui ont été mis en œuvre ne sont pas éclairants, ne sont pas positifs. Et on estime en quelque sorte qu'il faut revenir non pas à une politique d'assimilation, mais plutôt à une politique d'association, en essayant de mettre en place une différenciation par rapport aux besoins, pas forcément des colonisés, mais des besoins de la métropole dans ces colonies. Et ça aboutit à cette idée des adaptations de programmes de 1931-1932. Je n'ai pas osé dire ça à l'hyper d'histoire de la Réunion, parce qu'on considère aujourd'hui, de manière un peu symptomatique, que faire des adaptations, c'est bénéfique, voilà, mais on voit bien qu'il peut y avoir derrière une condition politique qui peut être tout à fait prompte. Ces congrès internationaux vont ensuite se poursuivre, et il y en a un qui est tout à fait intéressant, que vous connaissez peut-être, si notamment vous travaillez sur de l'anthropologie, c'est le congrès international de l'évolution culturelle des peuples coloniaux, qui a eu lieu pendant la période du Front populaire. Merci. Et lors de ce congrès, il y a quelques nouveautés. Et notamment, c'est la première fois, sauf si j'ai raté des sources, où on donne la parole aux colonisés. Enfin, vous en avez un. Il s'agit de Léopold Sédar Senghor, mais qui est là et qui est présent dans ce congrès. On accorde de la place également à des ethnologues. On accorde également une place non négligeable à l'enseignement féminin. C'est d'ailleurs une des thématiques qui est développée lors de ce congrès. Il y a donc pour une première fois une sorte d'ouverture vers de vrais contextes, avec toutes les limites, bien évidemment, que l'on peut mentionner. Deuxième temps, les troisième point de mon exposé. Donc l'assimilation et ou l'association, et tout ce qui concerne la négation du contexte. Alors, je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, 1946 est une date, on va dire, qui fait marque, puisqu'il s'agit de la mise en place du département et donc d'une logique d'assimilation, tout au moins pour les 4 territoires que j'ai évoqués. Sachez seulement que là aussi, il y a un mythe autour de cette loi sur la départementalisation, parce que l'article 3 de cette loi nous dit bien que oui, on va faire comme en France, sauf exception. Je ne sais pas si on peut imaginer que c'est la même chose s'il y a une exception. En tout cas, c'est le caractère exceptionnel qui va primer dans l'application des lois métropolitaines. Il n'y a donc pas, en quelque sorte, une assimilation naturelle qui se met en place avec l'adoption des principes de droit de métropole, mais c'est au cas par cas et des situations exceptionnelles. Alors, vous pouvez bien imaginer que l'exceptionnalité était de 2 ordres, financière, parce qu'il faut payer tout ça, et ça coûte horriblement cher au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
où la France a connu des difficultés financières importantes, et dans un deuxième temps, l'obstacle un peu politique, c'est-à-dire on ne va pas mettre en place l'ensemble des institutions et des règles de droit de métropole s'il y a des tensions politiques sur les territoires. Or, au même moment, que ce soit aux Antilles d'ailleurs ou à La Réunion, vous avez le développement de partis communistes, indépendantistes et autonomes. Donc là, on va dire l'exceptionnalité, il fallait la maintenir pour essayer de ne pas aller trop loin dans le processus d'assimilation. Ce processus d'assimilation est profondément marqué, il me semble, par la création d'écoles normales un peu partout. Et c'est la séance cinéma que je vous propose maintenant. Nous sommes montés dans un avion intercontinental. Nous avons gagné l'hémisphère sud. Fait un voyage de 13 000 kilomètres. Tout cela pour atterrir dans un département français. Au-delà du tropique du Capricorne, dans l'océan Indien, à 900 km de Madagascar, l'île de la Réunion est un département français. Dans la cour de l'école normale de Saint-Denis, nous avons rendez-vous sous un flamboyant avec Marie-André Julienne, Mario Rico, Lilian Payette, Freddy Barret et leurs camarades. Tu joues encore maintenant, toi? Alors on va au Kenya et puis au Tanganyika. Ah bah du vent, je serais mauvaise. Mais maman, moi si je vais du 8 juillet. Non mais c'est bon, quand j'étais dans les Chanois, quand c'était d'accord pour aller en France, c'est-à-dire à Madagascar, ça n'a pas marché. On va aller aller. Pensez-vous que les enfants réunionnais posent des problèmes particuliers à un éducateur? Au point de vue du langage, peut-être. Oui. Ouais. Sans doute. C'est même un peu certain, quoi. Parce qu'il s'agit de redresser un français qui est quand même un peu... désavantagé. En quoi? La langue maternelle, c'est le créole ici. Alors... Point de vue du langage, il faut apprendre à parler français d'abord. Mais pour expliquer à un métropolitain, quelle est la différence entre le créole et le français? Le créole, c'est un mélange de presque toutes les langues. Il y a de l'anglais déformé, il y a du français, un peu de tout. Là. Enfin, la base essentielle, c'est quand même le français. Oui, c'est le français. Et les parents parlent créole avec les enfants. Alors c'est très difficile. Parce que nous, les instituteurs, on apprendrait à ces élèves-là de bien parler. Mais une fois arrivés à la maison, les enfants se remettent dans l'ambiance familiale, c'est-à-dire ils parlent créole. Avez-vous des contacts avec les parents, justement? Mais ça, c'est ça qui sera très difficile, justement. Ils n'ont pas assez conscience, vous voyez, de l'avenir de leurs enfants. Ils sont pas conscients parce qu'ils sont illettrés, ignorants même. Et pour eux, ils voudraient faire l'éducation de leurs enfants eux-mêmes. Mais souvent, ils la négligent. Quelle est l'importance, à vos yeux, de la création des cantines scolaires? Indispensable, je pense, parce que beaucoup d'enfants ne mangent pas à leur faim. Alors c'est un bien que de leur donner au moins un repas par jour. Et dans certaines communes, c'est gratuit et obligatoire, je crois. Oui, c'est presque partout gratuit. À la fin de vos études à l'école normale, où voulez-vous enseigner? Dans notre village. Dans le village. Pourquoi particulièrement dans votre village natal? Parce qu'on est plus habitué. On est au courant des manières, de toutes les habitudes des gens. On voit les problèmes, on a déjà vu, on sait ce qui se passe, on sait... Et alors, je pense que les parents ont quand même un peu plus confiance à ceux qui connaissent déjà que des étrangers. Donc ça devrait être plus facile d'enseigner dans une commune que l'on connaît déjà. Oui, mais c'est pas toujours facile pour la bonne raison que les instituteurs qui reviennent, par exemple comme nous les normaliens, nous reviendrons dans notre village un jour, nous enseignerons, mais les gens nous regarderont d'une façon en disant qu'ils sont fiers. Oui, ils sont fiers. Ils sont fiers. Et puis enseigner dans son village, c'est serait la meilleure façon de mieux communiquer avec les parents des élèves. Bien entendu. C'est au fond, quand vous retournez enseigner dans le village où vous êtes né, vous êtes au maximum intégré à la population du village. Oui, or, c'est ça qui est le plus difficile. C'est ça. Si on enseigne dans un endroit qu'on ne connaît pas, on n'a pas les mêmes habitudes et parfois on est mal jugé. Avez-vous des problèmes avec le curé, par exemple? Nous sommes montés dans un avion intercontinental. Il y a des problèmes, il y a des problèmes avec le curé, je vous assure, et à la fin, la conversation c'est indiqué que c'est toujours le curé qui gagne. Donc c'était le Don Camillo à la reine. En tout cas, vignette suivante,
ce discours, bon, on est bien dans une école normale, il s'agit bien de mettre en place une normalisation, hein, un modèle ascendant vers la norme, quoi. Cette école normale va jusqu'à mettre en place des discours qui ne sont pas forcément souhaités par l'autorité voilà, du ministère, quoi. C'est quelque chose d'autonome. Ce sont des discours finalement de domination et d'acculturation qui proviennent des populations elles-mêmes, quoi. Et pour vous donner un autre exemple, voyons, on fait des mémoires de recherche avec nos étudiants MEF, là, ben, en voici un. Il est de 1961, donc c'était manuscrit, voilà, c'est sur un cahier qui ont écrit. Là, c'était sur la syntaxe du créole réunionnais. Donc, si vous n'arrivez pas à le lire, donc, le vocabulaire créole que l'enfant a en sa possession lui a été légué par ses parents. En entrant en cours préparatoire, il a déjà un vocabulaire, je le vois très mal parce que c'est très petit, un vocabulaire voilà, souvent très faible, etc. Mais ce n'est pas cette partie-là qui m'intéressait, c'était l'autre partie sur la droite. Regardez, tout d'abord, ce qui pose problème, c'est sa prononciation qui est incorrecte. Cela est dû sans doute à l'influence du climat. Nous sommes en 1961. Le créole est foncièrement indolent. Il semble que cette indolence se retrouve dans les conjugaisons, etc. Donc là, vous avez une théorie grammaticale tout à fait intéressante et climatique. Alors, pourquoi ces exemples, mais qui sont un peu caricaturaux, il faut bien l'avouer? Les personnes qui sont concernées ici, que ce soit cette jeune étudiante qui a écrit ce mémoire, ou que ce soit les jeunes normaliens que vous avez eu tout à l'heure, ce sont des Réunionnais. Ce sont des créoles. Ce sont des créoles qui viennent la plupart du temps, comme le public de l'époque pour les écoles normales, des catégories sociales pas forcément, on va dire, privilégiées. C'est plutôt la classe moyenne, voire même parfois, on descend encore un peu plus bas au niveau des CSP. Ce sont des personnes qui ont connu une promotion sociale gigantesque grâce à l'école normale. Il y a une expression à La Réunion, on appelle ça le pied de riz. C'est-à-dire, une fois que vous êtes instituteur ou enseignant, vous êtes un pied de riz. C'est-à-dire, vous allez à manger pour toute votre vie, quoi. Et parmi ces personnages, vous avez vu ce beau garçon qui ne cessait de rigoler, avec la chemise un peu à carreaux, etc. La star, certainement, de son groupe, est devenu sénateur. C'est Lilian Payette. Voilà, Lilian Payette, qui est devenu sénateur. Vous voyez bien que là, nous sommes dans un discours qui perdure, voilà, et on est bien dans une négation totale. C'était le propos des singularités. Et si je peux me donner 2 minutes, c'était pour toi, en fait, que j'avais fait la vignette suivante. Un faux semblant contextuel dans les manuels d'enseignement. Je vais te donner un exemple, c'est la suivante. Donc voici un manuel qui a été réalisé à la fois pour la Réunion sur votre gauche et également pour la Guadeloupe, un manuel de géographie. Donc on peut imaginer que ce que j'ai dit est faux, puisqu'il semblerait qu'il y ait donc des logiques de contextualisation et d'adaptation des programmes. Le problème, c'est, vignette suivante, s'il vous plaît. Quand on regarde précisément le sommaire, c'est à peu près, voire à 90% la même chose. D'accord? Et la vignette suivante, s'il vous plaît. Et si on va encore plus loin à l'intérieur de ce manuel, vous savez, celui de gauche, c'est le manuel de Guadeloupe, et celui de droite, c'est le manuel de La Réunion. C'est ce que j'appelle de la contextualisation fine. Question, quand même. Ça tombe bien, parce que c'est la même personne qui a écrit les manuels. À Paris. Donc, est-ce qu'on peut avancer sur et la suivante encore, s'il vous plaît. Et je terminerai avec ça. La suivante encore. Normalement, je peux cacher quand je maîtrise moi-même mon ordinateur que j'ai mis trop de vignettes, mais là, je suis obligé. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mais c'est pour vous indiquer que le 3e temps que j'avais à peine évoqué tout à l'heure, c'est un temps qui n'apparaît que très tardivement, à partir des années 80,
alors je sais, vous connaissez peut-être Olivier Meunier qui a travaillé un petit peu sur ces logiques de l'interculturel, notamment il a fait un article sur la Revue française de pédagogie là-dessus et qui nous évoque également ces temps où il estime qu'à partir finalement de l'élection de François Mitterrand dans les années 1980, il y a cette idée que l'on puisse éventuellement avoir une reconnaissance d'un certain nombre de populations de la société française, je ne sais pas comment le dire plus simplement. Et à partir de là, une première réflexion, une première reconnaissance, on va dire, d'objets culturels. Alors, pour vous donner un exemple concret, à La Réunion, la fête de l'abolition de l'esclavage a lieu le 20 décembre. C'est seulement en 1983 que cette journée est chômée. On autorise effectivement à ce que cette personne ne travaille ce jour-là. Donc on est un petit peu dans cette logique. Suite à cette période qui se met en place, et ça a été évoqué notamment par Nour, je crois, dans un atelier, en 1998, vous avez le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, et là, vous avez un certain nombre d'associations qui vont se développer et qui vont réclamer la mise en œuvre de programmes adaptés. Et ça va aboutir à ce que nous connaissons à partir de l'an 2000, à des programmes du ministère qui sont dits adaptés. Dernière date, peut-être, 2017. Ce sont les derniers changements, on va dire, majeurs qui ont été opérés, avec notamment en 2017 des programmes adaptés qui concernent plus seulement le second degré, mais qui concernent également, depuis 2017, le premier degré, et également l'entrée officielle des sciences dans les problématiques de contextualisation et d'adaptation, alors qu'auparavant, c'était plutôt ciblé uniquement sur l'histoire et la géographie. J'espère que je n'ai pas trop dépassé tout. Merci, je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, question, réaction, point de vue, courage. Merci beaucoup, c'était passionnant. Non, c'est juste une remarque pour dire qu'aujourd'hui encore à Madagascar, on travaille sur ces anciens manuels qui ont été réédités. Donc on les trouve au marché complètement vieillots, etc. Et ils ont été réédités tels quels, avec les mêmes types de contextualisation. Et on travaille aujourd'hui encore avec. Il l'a coupé. Bon, je vais arrêter les commentaires. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, j'arrive, super. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Du coup, je triche avec ma question. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots-clés quand même du parcours de la reconnaissance? Ça m'intéresserait d'avoir, je sais pas, des termes, des éléments, des concepts qui apparaissent dans cette période-là de reconnaissance. En Nouvelle-Calédonie, pareil, à l'assimilation, etc. Puis ensuite, donc, la reconnaissance, notamment des langues et cultures. Et là, la période dans laquelle on est, plus ou moins, les acteurs concernés l'appellent innovation. Maître. Merci, je ne connaissais pas ça va enrichir ma réflexion, merci beaucoup. Sur le parcours de la reconnaissance, je ne parle pas de celle d'Axel Honneth, qui a été d'ailleurs citée, je crois, dans les travaux ce matin, ou hier, je ne sais pas, et plutôt de Paul Ricoeur, et en fait sur l'idée que c'est par la découverte de l'autre et c'est le système de l'altérité en fait. Voilà, c'est-à-dire on reconnaît ses propres objets que l'on confronte finalement à ce qui était prévu initialement avec que l'on arrive par un retour réflexif finalement à mieux comprendre et donc à avoir un parcours de la reconnaissance. C'est plutôt dans ce sens-là. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Dans ses travaux sur la Nouvelle-Calédonie, il y a aussi un peu sur la Polynésie, Marie Salin soulève la dichotomie énorme entre les velléités qui reviennent à travers des ordonnances, des arrêtés successifs, et puis les moyens qui sont réellement déployés sur le terrain. C'est-à-dire que, et donc il y a un vrai écart, malgré
discours récurrent sur la nécessité de franciser les populations locales pour les civiliser, etc. En fait, il n'y a quasiment pas de moyens sur le terrain. On s'aperçoit d'un véritable écart jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, il faut savoir que cet écart apparaît également dans tes travaux. C'est une réalité pour la Nouvelle-Calédonie. J'ai peu parlé de la Nouvelle-Calédonie parce que je ne me sens pas légitime. C'est effectivement un autre terrain d'étude qui me paraît singulier. En tout cas, pour les Drômes, les moyens n'ont pas été déboursés avant que Michel Debré soit devenu Premier ministre en France. C'est-à-dire on est plutôt dans les années 60. Donc il a fallu quand même attendre une quinzaine d'années pour que les moyens se mettent en place et que la démocratisation de l'enseignement, par la fréquentation seulement, puisse se développer. C'est notamment à cette époque-là, on a créé des établissements scolaires, on va dire de manière éclair, c'est le nom qui a été retenu, les écoles éclairs à La Réunion, qui s'élèvent du jour au lendemain. Et c'est à partir de ce moment-là que la démocratisation de la fréquentation a pu s'établir. Et comme vous pouvez le voir, on est au milieu des années 60, l'école normale y participe aussi, parce que du coup, comme il y a plus d'écoles, il y a plus d'élèves qui vont, et donc il faut plus d'enseignants, etc. pour y aller. Mais c'est un processus assez tardif. Je n'étais pas d'accord avec mon ancien directeur de laboratoire, Frédéric Tupin, qui lui pensait que c'était dans les années 80 qu'il y avait eu ce mouvement. Moi, je pense qu'on peut largement montrer et prouver que on va dire, la bascule s'est faite autour des années 60. Dernière question. Merci beaucoup, Eric, pour cette conférence très intéressante qui me dit que finalement j'aurais pu faire historien ou faire des recherches en histoire parce que j'aurais pu voir les films et découvrir la poussière. Tu as montré qu'il y avait en gros trois grandes phases, justement, qui sont liées véritablement aussi avec un contexte politique, historique, etc. Est-ce que aujourd'hui, on est dans la phase qui est post, comme tu l'as dit, arrivée de Mitterrand et puis de certaines ouvertures sur certaines choses dans les années 80. Au regard de ce qui se passe à l'heure actuelle, est-ce qu'on n'a pas des risques, justement, de repartir vers des replis identitaires, justement, réduits à, comment dire, à être... On est français, et français, c'est, comment dire, il n'y a pas du tout de prise en compte du contexte, etc. Si pour un géographe comme Olivier Roux, par exemple, les cartes, on ne va pas revenir dessus, puisqu'on a maintenant des moyens de cartographie. En histoire, c'est peut-être plus compliqué, parce que ça dépend aussi de la vision de ceux des politiques qui les engendrent en quelque sorte. Merci beaucoup Thierry pour cette question. Moi aujourd'hui je suis très inquiet. C'est en conclusion, donc on a le droit de donner un petit point de vue plus personnel. Je suis très inquiet de la façon dont ça se déroule. J'ai participé à certaines commissions en tant que soi-disant expert pour les adaptations de programmes. Je n'ai pas vu véritablement de voix qui a été donnée aux universitaires, aux historiens ou aux géographes pour mettre en œuvre des universitaires et des géographes de La Réunion ou de l'océan Indien qui maîtrisent les contenus. En fait, on a les IPR qui ont décidé de la mise en œuvre et des thématiques. Ensuite, j'ai suivi le processus parce que l'IAIPR de La Réunion est un ami, donc on a bien discuté de tout ça. Et finalement, quand on voit les différents leviers qui existent, c'est relativement limité, parce que finalement, on nous propose une grille, il faut mettre des croix dans des cases, et puis il y a relativement peu finalement de réflexions qui viennent des territoires eux-mêmes. Donc j'ai plus ce sentiment, et ça je pense que c'est depuis 2012 à peu près, qu'on est, on est à peu près depuis 2012 dans du déclaratif. C'est-à-dire, on ne cesse de parler de la reconnaissance, de l'inclusion, de la bienveillance, etc. Mais on est plutôt sur du déclaratif. Moi, je ne vois rien de concret, en tout cas, sur le terrain. Et c'est vrai que La Réunion est à 10 000 km. Eh bien, oui, il y avait un scolopendre. Rien à voir avec cette arrêté. Sexualise. Bon, alors, il ne reste plus qu'à remercier notre monsieur Confal. Alors, le remercier d'abord pour cette conférence très pertinente, pour avoir, comme Alain, d'une certaine manière,
poser la question de la finalité de l'école et de la volonté d'adapter. Hein. Adapter, tu as démontré que ce n'était pas vertueux en soi, c'est quelque chose qui suit des finalités, et que la question de la finalité se pose. Elle est facile à voir avec le recul historique. Elle est moins claire peut-être pour aujourd'hui, pour les pratiques. Et puis aussi, comme le disait le titre, contextualiser, ça ne peut pas être simplement adapté. Il faut qu'on trouve collectivement autre chose. On peut pas. L'adaptation n'est pas vertueuse en soi. L'adaptation, la contextualisation ne peut pas, dans cette logique que je reprendrai pour finir l'introduction du recteur, du vice-recteur, qui nous a commencé cette conférence en disant acceptons, c'était pas accepter. Oui, acceptons que le savoir savant est universel. Acceptons que, grosso modo, les instructions officielles, donc le savoir à enseigner, est acontextuel. Il vous reste à contextualiser, enseignant, un chercheur. Eh bien, alors, si on est là, si on en est là, eh bien peut-être qu'il faut ne pas accepter ça. Peut-être qu'il faut un petit peu poser des questions sur le fait que si on s'inscrit uniquement dans un rapport du particulier au général, le savoir à enseigner indiscutable, penser comme un contextuel à des réalités pédagogiques contextuelles, eh bien, on ne pourra faire qu'adapter et on ne pourra pas peut-être réellement partir des territoires. Merci. Un mot. Non, mais je parlais à ma voisine, mais c'était avant toi que j'aurais dû parler. C'est pour compléter sur ce que tu as dit par rapport au changement, à l'évolution du regard après la Première Guerre mondiale. Parce que je l'ai croisé, moi, dans mes recherches, et puis ça a d'autres répercussions, c'est le mélange des hommes dans les tranchées et la fraternisation entre ces hommes qui a engendré des changements de regard entre eux, sur l'autre, de classes différentes, de couleurs différentes, d'origines différentes, enfin voilà. Et voilà. Et toi, tu as donné un autre élément. Moi, je complète avec celui-là. Je n'ai pas eu le temps, mais je vais simplement lancer un nom. Mais le pédagogue qui est le plus lu dans les conférences pédagogiques à La Réunion dans les années 20, c'est Herbert Spencer. Voilà, c'est l'auteur du darwinisme social, c'est celui qui est sur les savoirs utiles, etc. Donc, c'est pas anodin. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention.